moment où si je m'énerve, je peux monter dans les tours et tout de suite là, ça sature. Hein. Parce que t'es tourneur-fraiseur, commandant Guigui. Comment ça tourne? Ça y est, c'est parti. C'est parti, t'enregistres. Bienvenue dans Les Voix des livres. Et toi, t'es une voix et t'es dans le livre. Et je vais me livrer dans ce podcast. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, on est en présence aussi de Cosmic Beast. Bonjour, moi je suis là pour les photos. Voilà, c'est mon assistante, ma chose. Ouais, je t'ai vu le maltraiter tout à l'heure. Ouais. Et je pense que je vais te dénoncer. C'est pas la peine. Ah, c'est déjà fait ? Il adore ça. Ah, d'accord. Bon, on digresse. Tu vois, il en redemande. Alors, on est à Étanges, une jolie Étanges ville. Grande, ouais. La ville, c'est Étanges Grande, oui. La ville de Moselle. On est à 15 km de quoi ? De Thionville, non ? Non, De Thionville, 15 km du Luxembourg. du Ah oui, on est Luxembourg, pas loin 20 du- km de la Belgique. On est à côté de Cattenom, en fait, là où il y a les centrales nucléaires. Pour ceux qui Oui, on savent. voit d'ailleurs les panaches de fumée qui sont Tout à là-bas. fait. Voilà. En fait, c'est une fabrique de nuages. C'est pas une du fabri- tout voilà, c'est pas du tout une une centrale nucléaire. usine à nuages. Ouais, exactement. Donc on est là parce que commandant Guigui, que d'autres connaissent sous un autre nom. Ou le mien, le vrai, tien, le Guillaume vrai. Mathias, tu veux dire ? Oui, Ouais, c'est vrai. Il y en a voilà. ma mère, elle me connaît sous ce nom-là. Elle te connaît sur son nom. Tout le monde, cette voix. Alors moi j'ai découvert ta voix. D'abord j'ai découvert ta voix par le podcast Cadran Pop, mais c'est toute une architecture pop culture dont on s'est sûrement inspiré chez Galaxy Ah, tu Pop. parles du coin pop ? Ouais, Déjà, coin le pop. nom Le nom, ouais, déjà. Ouais, alors déjà vous êtes plus mégalo parce que vous c'est la Galaxy Pop, nous Oui, on est c'est juste vrai. on est humble, nous c'est le coin Ouais, pop et eux c'est la Galaxy Pop quoi. T'as Les un mecs cadre- c'est bon. et le cadran. Alors le cadran, oui c'est vrai ça. Bah, c'est le cadran, ce n'est que un quart de la galaxie. D'accord, voilà. Donc nous, enfin, on vous a pas copié, mais c'est vrai que t'étais pas loin. Ouais. Et donc, je t'ai connu avec l'épisode sur la saison 3 de Twin Peaks, Ah oui, qui m'a ça remonte. retourné Ça le remonte. cerveau. Tu vois, ça remonte. Ah oui, Donc, c'était il y a suis depuis un 3-4 moment. ans. Ouais. Et tu fais plein de podcasts, mais tu es aussi dans le livre. Mais on va parler d'abord du podcast. Depuis combien de temps tu fais du podcast ? Après, on parlera du détail de ce que tu fais. Alors le podcast, je m'y suis mis avec le coin pop qui a été créé par Emmanuel Pedon, dit Manu. Qui a lancé ça, si je ne m'abuse, en 2019, début 2019. Il m'a invité une première fois pour parler de la Comic-Con 2019, parce qu'il y avait une annonce sur Star Trek Picard, donc il voulait m'avoir pour avoir mon retour. 2019 ? Je pensais que ça 2019. faisait beaucoup plus longtemps que ça. Non, en fait, alors, si tu veux, il y a la préhistoire. La préhistoire, voilà, c'est ça qui m'intéresse. j'ai fait de la radio associative dans les années 2000, 2005, où en fait, j'ai été rédacteur en chef adjoint du magazine Série Max. Je faisais aussi la maquette, enfin je faisais tout un tas de trucs. Et du coup, pour booster un peu la popularité du magazine, parce qu'en Magazine kiosque, radio. Non, c'était un magazine Un papier, magazine c'était en papier, kiosque, d'accord. qui se vendait en kiosque. Donc j'étais rédacteur en chef adjoint. Ouais. Et du coup, je me suis dit, je vais faire une émission de radio qui s'appellerait Série Max On The Air, pour faire un peu la promo. Donc On The Air, rapport à David Lynch, hein, évidemment. Même si ça veut dire forcément ce que ça veut dire. Et donc, je faisais une émission mensuelle sur les séries télé. Déjà à l'époque. Donc c'était en 2005. Et puis après, j'ai trouvé un vrai travail. Donc du coup, après, j'étais obligé d'arrêter. Ah oui, t'étais tout jeune. Ouais, j'avais 24-25 ans. Et donc du coup, c'était une radio associative. Et donc c'était diffusé sur les ondes et sur Internet. Et surtout, moi, ce qui m'intéressait à l'époque, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas tout ce qui existe maintenant. C'était de récupérer le fichier MP3 pour le mettre sur mon site internet perso pour que les gens puissent le télécharger. Et je sais que j'avais déjà une audience à l'époque, même si ça a duré qu'une petite année, qui était déjà là. Donc j'avais déjà ce goût de la radio qui m'intéressait. Et après, à cause de Twin Peaks saison 3 ou grâce, je me suis mis à faire j'avais déjà ma chaîne YouTube où je mettais mes interviews quand j'étais interviewé pour la sortie d'une BD par exemple. Alors oui, voilà. Oui. Pour faire ma promo. Ouais. Et du coup, quand la saison 3 de Twin Peaks est arrivée et que je voyais des gens complètement perdus en regardant cette saison 3 de Twin Peaks, je me suis dit, moi j'ai l'impression de comprendre certaines choses, donc je vais mettre ça en images, en vidéo. J'en ai fait une, comme ça, pour l'épisode 8 de la saison 3, ça a super bien pris, et du coup les gens n'arrêtaient pas de me demander toutes les semaines d'en faire de nouvelles, toutes les semaines j'ai mis à m'en faire de nouvelles. Puis arrivé le revival de X-Files, de Star Trek, etc. Donc du coup, ça s'est engrangé Parce qu'on comme te ça. connaît quand même beaucoup pour Star Trek maintenant. Oui,
Oui, certains, oui. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un moment, YouTube, ça m'a bien gavé, parce que c'est quand même, enfin, la publicité, tout ça, ça me rendait fou, quoi. Parce que même si on met pas de publicité maintenant, YouTube met les siennes sur tes vidéos, même sans te demander ton avis. Et quoi. il se garde l'argent. Voilà, il se garde l'argent, et puis donc c'est devenu tout un système, vraiment, même avec les algorithmes, la façon dont les créateurs sont traités, moi je trouvais que ça ne m'allait pas, et en plus de ça, ça crée de la pollution numérique. Parce que, comme je te le disais en off, tu fais une vidéo de bonne qualité de 20 minutes, une demi-heure, ça te fait 1 giga. Donc c'est assez polluant au niveau de la pollution numérique, quoi. Alors qu'un bon podcast de 3-4 heures, il fait moins de 300 mégas. Donc je me trouvais qu'il y avait plus d'intérêt à faire ça par rapport à l'écologie, mais aussi d'un point de vue qualitatif. Traiter à la fois l'image et l'audio, c'est quand même un gros boulot pour arriver à un résultat qui soit vraiment entre guillemets pro, quoi. Enfin le plus pro qu'on puisse faire. Alors que l'audio, c'est un peu plus accessible. Et en plus de ça, finalement, je me dis mais moi je fais que parler. Il y a peu d'intérêt, il y a peu de valeur ajoutée à faire une vidéo, c'est-à-dire de montrer de l'image. À part quelques exceptions pour TwinPix peut-être, mais quand on fait des critiques, des analyses d'épisodes après les avoir vus, donc ce que j'appelais à l'époque des vidéos d'après-épisodes, des after-shows, il n'y avait pas d'intérêt en fait, donc il fallait faire que de l'audio. Et en plus de ça, comme toi, j'aime bien mettre de la musique de temps en temps, parce que j'aime bien ce côté un peu radio. Et des petits effets sonores. Voilà, des petits effets sonores, je trouve que c'est sympa et qu'on s'imprègne mieux. C'est immersif. Exactement, là c'est immersif. Voilà, ouais. C'est plus immersif que la vidéo. Et surtout, c'est moins captif. On est... Je rabâche, mais on est moins captif à écouter de l'audio. C'est immersif quand même, mais on peut faire autre chose. On peut faire du jogging et tout ça. Tandis que regarder une vidéo YouTube, vous êtes coincé. Alors qu'il y a, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font courir et ne font qu'écouter. Mais c'est un poids écologique, c'est beaucoup de travail pour des résultats. Si personne ne regarde, ça sert à rien. Ça sert à rien. Et par contre, oui, ça a un intérêt sur peut-être des conférences, mais encore, je sais même pas. Là, les tables rondes là qu'on a vues, l'audio est important. De voir 4 personnes assises, ça n'a aucun intérêt et ça pèse très très lourd. Mais alors, donc, du coup, je t'ai connu au tout début, c'est ça que tu es en train de me dire ? Je sais pas. De ta carrière audio ? Avant, à part 2005. À part 2005, qui a duré combien de temps ? Une année. Parce que moi j'étais très friand des émissions sur les séries en regardant surtout 2005. Grande année, grande période des séries, début des années 2000. Il y avait des trucs incroyables et il y en avait moins. Il y en avait moins et c'était assez qualitatif. Et qualitatif ou iconique ? Oui, parce qu'en fait, iconique, tout simplement parce que c'était moins éclaté, le public était moins éclaté. Voilà. Donc plus de gens regardaient les mêmes choses. Voilà. Donc forcément, ça reste un peu plus dans la mémoire Maintenant, collective. j'adore Monsieur Série, tout ça, tout ce qu'ils font. Je trouve qu'ils ont leur place, et ils sont vraiment des références. Mais il y a tellement de trucs, et puis ils regardent même des séries auxquelles les gens n'ont plus accès. Il y a une multiplicité de plateformes en plus du nombre de séries où ils vont parler même de séries qui ne sont même pas diffusées sur une plateforme, mais qu'ils ont eu illégalement ou avec un VPN. Et là, c'est insupportable. Moi, je peux plus. Je les aime d'amour, mais dans les années 2000, c'était un peu la même chose, figure-toi. Parce que... c'était plus facilement accessible. Non, parce qu'il y avait aussi beaucoup de séries qui étaient piratées. Et oui, c'était la grande période du piratage, souviens-toi. Et donc, il y avait plein de séries qui n'étaient pas du tout diffusées. Lost, exactement. Je l'ai revu là, j'ai fait un run sur Disney+, sur un grand écran, parce que c'était tourné en Full HD. J'ai pris un pied immense parce pour te dire, Lost, j'ai découvert le pilote 1 an avant sa diffusion sur TF1. Dans une version de travail, il n'y avait pas la musique de Michael Giacchino dessus, il y avait de la musique de John Carpenter, de The Fog, figure-toi. Non, allez, j'aurais dû garder le fichier. T'aurais dû le garder. Mais ça marchait mieux. T'es vache parce que... Non, la musique est bien, de Giacchino. Je l'ai mis dans la playlist. Oui, elle est bien. Elle est très très belle. Mais elle est rare, elle est trop rare et répétitive parce que sur ils l'ont pas beaucoup changé. Ils avaient un peu un catalogue et puis ils faisaient tourner un peu les mêmes titres. Quoi. Donc tu fais beaucoup de Star Trek parce que tu es vraiment une mine. Voilà. Et surtout, tu as des invités. Oui, j'en ai plein. Tu as des invités incroyables, d'autres podcasteurs, d'autres youtubeurs. Comment tu arrives à agréger toute cette... je veux dire communauté avec de gros guillemets, tu vas les voir, tu discutes beaucoup avec eux, ils viennent spontanément parce qu'ils ont eux-mêmes leur format. Comme
Bah comme toi et moi. Hein, moi, j'ose pareil. pas. T'oses pas les voir. Non. Non, mais si, moi je discute avec les gens. Ouais. Tu vois, par exemple, Hugo de Confession d'Histoire, en fait, il était venu à la soirée est Star Trek qu'on incroyable, ce avait mec. enregistrée, qu'on avait organisée à Paris l'année dernière. Il était venu, mais moi je n'avais pas calculé. Mais j'étais là. Je regardais pas. Oui, j'étais là. Ouais. D'ailleurs, oui. Mais lui, je savais pas qui c'était parce que Ouais. je regardais pas YouTube, donc je connaissais pas sa chaîne. Ah. Et c'est quelqu'un qui m'a dit après, en fait, lui, il est super fan de Star Trek. Il regarde, il fait ça. Il a un point de vue un peu historique, etc. Donc je trouvais que c'était intéressant. Je l'ai invité. Il a dit oui. Parce que c'est au fur et à mesure, comme tu dis, ça fait un peu effet boule de neige, c'est-à-dire que déjà il y a Romain Nigita, tu vois, qui est journaliste spécialisé série c'est télé. un Donc, journaliste sacrément voilà, installé. donc il est calé, il est connu. Et il est chez toi. Et il est chez moi. Et gratuitement ? Bah oui. Bah oui, mais c'est On a ça pas- aussi. non, C'est mais ça aussi. On fait tous tout bénévolement. En fait, on gagne pas d'argent avec le podcast. On en fait que Non. d'en perdre. Rien qu'acheter les micros qu'on est en train de tenir Ouais. dans nos mains, ça coûte je sais pas combien. Ouais. Tu payes les abonnements à Ocha. Enfin, il y a Ouais. tous les trucs qui s'en suivent. Ça nous coûte de l'argent. On C'est gagne rien, nous. du plaisir de partager avec les Exactement. auditeuristes, avec toi qui nous écoutes. Et c'est un grand plaisir. On le fait vraiment parce que on sait qu'il y a des gens intéressants. Et puis voilà. Puis moi j'ai le plaisir de les rencontrer grâce à toi, auditeuriste. Alors, mais tu as évoqué rapidement le fait que tu fais des comics. T'es un comicsman, comment on appelle ça? Je sais pas, un auteur de BD. T'es un auteur de BD depuis quand? Depuis toujours? Ah, depuis toujours, oui. T'as fait les Beaux-Arts ou... J'ai fait les Beaux-Arts, mais j'ai jamais aussi peu dessiné de ma vie que quand j'étais là-bas. Donc, ça n'a aucun rapport, en vrai. Les Beaux-Arts, ça m'a surtout permis de rencontrer ma femme et d'utiliser du matériel que j'aurais jamais eu les moyens de me payer à cette époque, comme les ordinateurs. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. On parle d'un monde d'il y a 25 ans, c'était pas la même chose. Ouais. Et donc oui, j'ai toujours dessiné et voilà. Et en fait, si tu veux, la vérité, j'ai commencé à faire des podcasts et des vidéos YouTube parce que je me suis dit, je vais faire une communauté pour me permettre ensuite de faire de la pub pour mes BD. Ah, parce que ton objectif depuis toujours, ça a été la BD. Ouais, en fait, je me suis dit, je vais faire des podcasts, ça me plaît, etc. Mais pour moi, l'objectif à la base, c'était d'en faire la promo, de servir de cette plateforme-là pour faire la promo de mes BD. Normal. Ça n'a pas du tout marché, hein, on va être clair. Les gens s'en foutent à peu près de mes bandes dessinées. Je suis pas totalement en désaccord avec toi. C'est pas que les gens s'en foutent, c'est qu'il y a une profusion C'est autre chose. d'offres que avant de se focaliser, effectivement, on a besoin de créer une communauté. En fait, le truc, c'est comme même... moi, je suis dans ta communauté. Tout à fait. Mais c'est pas parce que voilà, j'ai tellement de choses dans ma bibliothèque. Non, mais ce que je veux dire, c'est que finalement, j'ai été pris par mon propre piège, si tu veux. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai oublié cet objectif premier, si tu veux. Tu vois, finalement, j'en parle assez peu de mes BD. J'évoque ça quand je suis en dédicace, par exemple ici ce week-end. Mais en vrai, j'oublie d'en parler. Et puis de toute façon, maintenant, elles sont sorties pendant le Covid. C'était il y a longtemps, c'est des vieux trucs. Donc j'ai plus vraiment d'intérêt d'en parler, sauf si jamais on m'en parle. Mais voilà, je suis passé à côté. Finalement, maintenant, c'est le podcast qui est devenu ma priorité quelque part. Tu dessines encore, je allons. dessine toujours, Oui. bien sûr. Oui, alors, est-ce que tu peux nous parler de tes séries? C'était quoi ta première BD vendue, hein? Première BD vendue, alors laisse-moi réfléchir. Ma première BD vendue, ça devait être à l'Écran Fantastique. Oh. En 2000 ou 2001. C'est une belle. Oui, ça va. C'était un comic strip. C'était une page complète que j'avais proposée au rédacteur en chef. C'était une parodie de X-Files. Il a du culot quand même, hein. T'as du culot. Oui. T'as du culot. Il y avait Internet, c'était nouveau. Je t'admire. Tu pouvais forcément avoir accès aux gens. Je l'ai fait, quoi. J'ai proposé. J'ai dit, est-ce que ça vous dirait pas que je fasse une page de BD tous les mois, parodique sur. Du coup, ça raconte quelque chose de la série, des coulisses de la série, et en même temps, on s'en moque un peu à la manière de Star Trek Lower Decks, par exemple, avec Star Trek. C'était un peu dans cette optique-là. Oui. Bon, après, quand je regarde le résultat. 25 ans plus tard, je fais ça pique un peu les yeux. Et puis t'avais pas les colorisations numériques. Oui, si, il y en avait. Je faisais les colorisations sur Photoshop à l'époque, mais c'était horrible parce que justement, j'apprenais, c'était des couleurs criardes, dégueulasses. Je faisais n'importe quoi. J'apprenais à utiliser Photoshop en fait. Ouais. Donc c'est vraiment un scandale finalement ce que j'ai fait à l'époque. Donc voilà, ma première BD vendue, c'était il y a presque 25 ans à l'Écran Fantastique. Voilà. Et donc après. Tu t'es dit, je vais monter d'un cran, je vais faire du livre, mais t'es pas rentré dans la franco-belge. T'es resté comics? Non, j'ai fait commencer par du franco-belge. En fait,
le truc c'est que, tu vois, je me suis pas dit que je vais être auteur de BD, ça va pas être mon métier. Professionnel, d'accord. Je me suis dit parce que moi en fait j'aime manger, j'aime que mon frigo soit plein, donc je sais qu'auteur de BD c'est vraiment c'est trop dur, tu vois. Ma femme est devenue coloriste professionnelle de BD, elle travaille chez Glénat, Casterman et les Humano, mais quand même c'est par rapport au travail que ça représente, c'est tu vois, financièrement c'est compliqué. Ouais. Donc on peut pas être à deux à faire ça, tu vois. Donc non, j'ai rejoint l'association Philactère en 2006 ou 2007, je me souviens plus très bien, pour un album qui s'appelait Rencontre improbable, qui était un album, c'était un concours en fait, et puis les lauréats ils étaient publiés dans cet album. Donc moi j'avais fait une petite BD de 2-3 pages, et puis voilà, j'ai rejoint l'association comme ça. Et puis donc dans le fanzine qui s'appelle Noncy, qui était un peu notre laboratoire d'expérience, et j'ai fait des petites BD dedans au fur et à mesure, quoi. Ça a une dimension locale. Là, on reste dans la région. Là, tu n'as Oui. pas quitté la région. Tu n'es Non. pas monté à Paris pour Non. des marchés métal hurlant. Non, mais comme je te dis, de toute façon c'est compliqué parce que Tu as un ancrage local. Tu veux rester ici. c'est pas ça, En Moselle. c'est que je me suis dit, moi je me suis dit, je suis pas assez bon pour devenir professionnel et en vivre. Non mais moi je suis sûr, je sais que pour arriver à un niveau qui soit acceptable, pour me dire je suis suffisamment bon pour me dire c'est bon ma carrière, parce que moi je veux pas vivoter, je veux bien en vivre. C'est ça le truc, tu vois, comme je dis, j'aime bien manger. Donc je me dis, il aurait fallu que je travaille beaucoup plus que ce que je ne l'ai fait. J'ai été trop paresseux dans ma jeunesse, et du coup je suis pas au niveau pour je suis potable, on va dire, tu vois. Je suis pas incroyable, je suis potable. Vous allez voir sur Instagram les dédicaces qu'il me fait, ça vous donnera une idée de son travail. Ouais. On est avec Cosmic, on n'est pas d'accord, mais bon, c'est ton. Ouais, c'est mais ton- on respecte ton. je connais beaucoup, il y a beaucoup mieux que moi, donc vous êtes gentil, vous êtes gentil. L'esprit en faux, la bande dessinée sur Lower Deck, où tu reprends toutes les personnes du quadrant pop dans le Lower Deck, elle est magnifique. Donc non, je m'inscris en faux. Ouais, c'est gentil, merci. Et donc, toutes les séries là que tu m'as fait acheter là, et que tu m'as dédicacé. Mais merci d'ailleurs, hein. Tu nous as fait notre journée. Non, quand même. Ça, c'est pas trop cher les stands, vous rentabilisez. Alors. Est-ce qu'on peut C'est communiquer une vraie question. La majorité du temps, on est invité, donc du coup les stands sont gratuits. Ah ouais, c'est pas le cas ici c'est le cas. d'autres. Ça dépend des festivals. Ouais. Il y a des gros festivals comme par exemple le Metz Story. En fait, là on est invité par le libraire qui s'occupe de toute la partie. C'est à Metz. À Metz, non, à Metz. non, c'est Metz. Non, tu vas le dire Excusez-moi. correctement, Metz. Je vais lui apprendre. Ce soir, qu'est-ce que je vais prendre? Donc, et là, par exemple, c'est le libraire qui gère toute la partie machin, donc du coup, on paye rien. Ouais. Ça arrive qu'effectivement, il y a d'autres salons où on doit payer, mais la majorité du temps, on est invité et donc du coup, la place est gratuite parce que on est une association, on est local et en général, du coup, si c'est le livre sur la place ou le livre à Metz, c'est pareil, ils se disent faut aider un peu la production locale, donc voilà, on est invité par un libraire ou par une organisation qui fait que voilà. Mais il y a des fois des salons où effectivement on doit payer une place. Bon, en général, c'est pas des prix qui sont excessifs, donc on peut se le permettre. C'est pas un Lyon, problème. c'était à Lyon, c'est beau parce que c'est le dimanche matin. Tu parles des intergalactiques? Ouais. Alors là, c'est différent parce C'est que différent, c'est les indépendants. J'étais invité. Alors je pense que c'était gratuit pour tout le monde. Ouais. Il me semble. C'est gratuit pour les indépendants. ouais. Mais en tout cas, moi, j'ai été invité en tant que expert entre guillemets de série télé. Ouais. Donc j'ai fait une table ronde à cette époque-là et j'ai dit mais en fait, vous savez que je suis aussi auteur, que je peux aussi dédicacer. Parce que j'ai vu qu'il y avait un salon de fanzine. Des indépendants. Voilà, donc du coup je me suis dit dimanche je fais d'ailleurs j'ai enregistré un cadran pop et un coin pop là-bas. Je dédicace le reste du temps et puis sinon je suis invité pour la table ronde. Donc voilà, ça me permettait de mettre de faire mes deux casquettes, quoi. Ouais, c'est cool. Et donc du coup, alors là il y a 2 séries. Donc, mais il y a plus que ça. Plus que ça. Alors attends, oh là là, je ressors tout mon barda. Alors VHB. Alors VHB, du coup c'est la première série à laquelle j'ai participé vraiment chez Philactère. Parce que comme je te disais avant, sur Noncy, je faisais des petites BD un petit peu indépendantes par-ci par-là. Et VHB, donc c'est une série qui a été créée par Florent Baudry, alias Locorst, avec une armée de dessinateurs, dont David Bull, le président que tu as rencontré tout à l'heure de Philactère.
En fait, il y a 6 dessinateurs qui ont co-créé avec Florent donc, cet univers-là, qui est un univers uchronique, où en fait, dans le passé, si tu veux, toutes les créatures de la nuit se sont réveillées et du coup, on est dans le futur en 2053, la Nouvelle-Orléans. Et du coup, les humains, les créatures de la nuit, les vampires, les loups-garous, etc., vivent en bonne intelligence. Et forcément, pour gérer la criminalité vampirique, par exemple, il faut pouvoir rivaliser. Et du coup, les humains se sont mis à niveau en créant des espèces d'armures. Il y a un côté steampunk, parce que la technologie est complètement différente. Parce que, comme c'est pas du cyberpunk. C'est pas du cyberpunk, c'est un peu, donc c'est du fantastique / uchronie / steampunk. D'accord. On peut dire ça comme ça. Et en fait, ce qui est intéressant avec ce projet-là, c'est qu'il y en a toute une armée de dessinateurs. Donc moi, j'ai fait quelques chapitres par-ci par-là, parce que chaque chapitre est confié à un dessinateur différent selon sa sensibilité, ce qu'il a raconté dans le chapitre. Chaque numéro peut être lu de manière totalement indépendante, mais si tu remets tous les chapitres dans l'ordre chronologique, une deuxième histoire plus importante se dessine. Donc c'est ce que tu m'avais dit, ouais. Mais comme j'ai pas tous les t'as pas pu voir. Comment on dit en comics, les issues. Ouais, c'est comme ça. J'ai pas toutes les issues parce que c'est des formats, des petits formats avec pas énormément de pages comme un comics. Et c'est vraiment le format comics, quoi. On a l'impression de. En fait, c'est pas exactement le format comics parce que c'est du 17 par 24. Et puis il est en dur, il est en floppy, ouais. Ouais. Et le comics, c'est pas 17 par 24, c'est 17 par 26. Oh, voilà. Ça y est. Mais c'est un détail qui a son importance. On en arrive à parce que ma table grince. Oui, on devrait lever nos coudes. Je sais que on en arrive à un point important de ta personnalité. C'est que tu es quelqu'un de très exigeant sur tes formats, sur tes podcasts, sûrement sur ton dessin aussi. Tu dois être un fou furieux. Pas tant que ça. Pas tant que ça. Au niveau du dessin, je laisse passer beaucoup de choses et je suis plutôt du style à me dire si c'est raté, c'est pas grave, je le sors quand même, je ferai mieux la prochaine fois. Plutôt que recommencer inlassablement les choses. Ah mais c'est bien ça parce que ça me permet de sortir les trucs. Ouais. Tu sors combien de En fait, les fascicules que t'as, j'en sortais un par an. Ouais. Donc, un fascicule comme ça ? Ouais, un par an. À peu près. Bon, c'est un hobby d'un autre côté. Oui, voilà, parce qu'il faut se dire que si c'était mon vrai métier, j'ai calculé le temps que ça me prendrait, je pourrais en sortir un toutes les 6 semaines. Donc en gros, je pourrais sortir 8 floppies par an à peu près, quoi. Et au niveau comics, ils en sont à combien, tu le sais ça ? Ça dépend. Mais en fait, tu es un expert comics aussi. C'est des équipes qui tournent, quoi. C'est des équipes qui tournent, donc. Est-ce que c'est colorié par madame quand c'est toi ? Oui, des fois, la majorité du temps, oui. Donc j'écris le scénario de Bertrand Kefterian de Zone 57, donc mes séries. Alors il y a Bertrand Kefterian en Zone 57. Là vous avez sorti un. Mais en fait c'était sorti en floppy d'abord. En floppy, j'en ai en floppy je crois. Oui, Zone 57. Possible, oui, t'as dû en apprendre. Oui, il me semble que et puis vous avez sorti des volumes. Maintenant que l'histoire est complète et terminée, on a sorti tout en album cartonné. En album cartonné. Et en fait si tu veux, donc pendant 8 ans, tous les ans, il y avait un chapitre qui sortait et c'est ça équivalent à un chapitre maintenant dans la BD. Alors quelle est la communauté autour de ça ? Ça c'est une grande question parce que en fait déjà à la base j'ai écrit ça avec Carlos Rodrigo, donc un copain qui m'a rejoint pour le scénario, donc il s'est occupé de développer toute l'histoire, etc. Donc moi je chapeautais un peu tout en faisant un peu le rôle d'éditeur, c'est-à-dire que je m'occupe de la maquette. Mais toujours au sein de Philactère, on est d'accord. Toujours au sein de Philactère. Philactère c'est justement un groupe qui nous permet de nous aider. Par exemple, un des rares trucs que j'ai pas fait, c'est et encore si j'ai fait les déclarations à l'époque c'était à la GSA, c'est payer les droits d'auteur les cotisations qu'on doit payer à la GSA. Maintenant c'est l'URSSAF. Même ça je l'ai fait pour te dire. Donc je m'occupe de la maquette, de faire les devis avec les imprimeurs, etc. Le seul truc que je fais pas, c'est conduire le camion qui transporte les palettes, quoi, si tu veux. Oui, et on en arrive à un point très important et très intéressant. Donc tu as réussi à étouffer le côté maniaque du bruit. J'essaye. Là c'est pour toi parce que ça te rend fou. Oui, ça, j'aime pas ça du tout. Et on n'a toujours pas trouvé le nom de la personne qui n'arrive pas à entendre les bruits des autres. C'est pas misophobe. Misophone. Misophone. Okay. Donc tu es misophone mais je reviens sur le livre. Oui, allez-y. Moi, ce qui me passionne, c'est quand on est une petite maison indépendante, là en plus une association, que vous faites tout, le travail d'éditeur, de correction, venir en festival. Alors, venir en festival, on en parlera des ventes en même temps. Donc, en festival, ça représente un tiers de vos ventes, c'est ce que... Ah non, les 3/4. Les 3/4. Alors, en fait, il y a plusieurs cas de figure, parce que Bertrand Kefterian et Zone 57, c'est un cas particulier.
parce que j'ai fait un crowdfunding pour financer à la base Ah oui, c'est vrai, le projet crowdfunding, oui. Si tu veux, comme Qui a c'était... bien marché. Ça a très très bien marché. Donc pas de pilon. Crowdfunding, pas de pilon, Alors, tu envoies. C'est non. c'est compliqué. Ah, ça. Attends, non. je vais t'expliquer. Ah oui. Déjà à la base, on les a sortis en format floppy, donc on en a vendu déjà des centaines, des milliers même, en format fascicule. Waouh. Ensuite, une fois que c'était terminé, donc l'histoire, c'était 4 épisodes forment une histoire, donc ça faisait 2 albums cartonnés. Donc quand les 4 premiers étaient terminés, on a sorti un premier album, qu'on a fait le crowdfunding pour le financer, et je me suis associé avec une maison d'édition locale qui s'appelle Kotoji Ah, d'accord. pour le sortir en librairie, donc dans toute la France. Donc là, avec c'était une diffusion nationale. Donc on en a sorti un peu plus de 1000. Et voilà, et donc on a quasiment tout vendu la première année, et j'en ai gardé un petit peu pour quand on sortirait les le deuxième. festivals, Tu vois. ouais. Non, oui, quand on aurait le deuxième qui sortirait, parce que je savais qu'il y aurait le deuxième. Et quand on a fait le deuxième, c'est pareil, on a refait un crowdfunding, mais Kotoji n'existait plus à l'époque, donc je suis associé avec Weta, qui fait le fameux Weta qu'on voilà. salue, qui sont super. Ouais. Et qui est qui est de la région aussi, qui est de Ah Moselle. Ah oui, tout à fait. Il s'appelle Vestron. Maintenant, qui s'appelle Vestron, tout à fait. D'accord. Et qui a les droits de Star Trek en comics, mais Et pas que. mais pas que, il a parce aussi les qu'ils Tortues ont, Ninja, ils ont- il a Power Rangers. les Power Rangers, les Transformers, les Mon Petit Poney. enfin, Alien, non Ah, ils ont des anciens trucs de Alien, ouais, il y a... ce qu'avait Dark Horse Comics, Oui, en fait, si tu veux, Terminator. c'est des scénarios de Robocop aussi. Robocop. Et en fait, si tu veux, c'est des scénarios des versions de ces scénarios d'auteurs connus qui n'ont pas été faits pour les films. Par exemple, Alien 3, le scénario de William Gibson est adapté en comics, etc. Il y a plein d'exemples comme ça. Il est sorti. Oui, il est sorti il y a longtemps déjà. Ah, c'est ouf. Oui, Masque, ouais, exact. Masque, tout à fait, ouais. enfin, parce que moi j'ai des souvenirs, mais humides, de Terminator contre Alien, Oui. contre. C'était bien ça. Ouais, contre. Je me demande même s'il n'y avait pas Predator aussi. Ouais, non, mais il y a eu des Predators Contre Robocop, Superman, il y a eu Robocop contre Terminator. Il y a eu tout qui existe, quoi. C'est un peu comme Godzilla Superman contre Alien, il y a tout. C'est un peu comme la période de Godzilla contre Intel et tout ça. Ouais, Ouais. c'est ça. Ouais, qui est en train de revenir, ouais, tout à fait. pour le. Ah, il y a une série Monarch qui va paraître sur Apple et qui aura a priori des effets spéciaux dignes des films de Godzilla. D'accord, ok. Et ça s'appelle la série, elle s'appelle Monarch et ça sort en novembre. Elle est magnifique la bande-annonce. Ah, ça donne envie parce que moi j'ai détesté les films récents là Okay. depuis et sinon, Gareth qu'est-ce qu'on Edwards. disait Et on disait la diffusion. Ah oui, la diffusion, Comment voilà. vous diffusez en dehors de. Tout à fait, voilà. Et donc du coup Ça après. c'est seulement l'album cartonné de Voilà, les et donc, aventures de l'album- Bertrand donc, Kefterian. la première édition de Bertrand Kefterian s'est très bien vendue, donc en un an on avait quasiment tout vendu et pas de pilon parce qu'on a récupéré, on a acheté, enfin on a payé un service donc au distributeur pour récupérer. Il y a quand même des trucs qui sont partis au pilon malgré tout à notre corps défendant parce que les trucs étaient déglingués, tu vois, il y a des trucs qui abîmé. étaient vraiment D'accord. invendables quoi. D'accord. Mais tout ce qui était récupérable, donc on en a récupéré une bonne partie pour tout vendre parce que nous notre but c'est de tout vendre. On s'en fout que ça prenne 10 ans, tu vois, nous on est une association. En fait on s'en fout du fric en fait. Oui, quelque part. le stockage vous paye vous c'est coûte rien. c'est dans mon garage. Voilà, Donc, c'est ça. Ouais. Ma femme est pas contente, mais voilà, c'est dans mon garage quand même. Et donc bref, On la salue quand même. Hein. oui, on lui fait un gros bisou, même Parce si elle n'écoutera que- pas ce podcast parce Non, que non, elle mais- n'écoute pas les podcasts. Il y a l'intention. Quelqu'un lui rapportera peut-être. Je lui fais un bisou. Et donc, qu'est-ce que je disais? Oui, et pour Zone 57, c'est pareil. Donc, ah non, le gros problème, c'est que du coup, avec nos fonds propres, comme finalement le crowdfunding pour Zone 57 avait très bien marché, on a pu refinancer également un deuxième tirage du premier album de Bertrand Kefterian. D'accord. Sauf que, Ah. on a sorti tout ça en librairie, je vous le donne en mille, pendant le premier confinement. Wouhou. Donc c'est-à-dire que grâce au Covid, on a passé une année de merde. C'est-à-dire que plus de festival, c'était en librairie, mais les librairies étaient fermées, les gens ne pouvaient pas sortir de chez eux, donc ils ne pouvaient pas l'acheter. Et comme nous on est une petite maison d'édition associative, on sait très bien qu'en temps normal, un album ça reste aller une semaine ou deux à l'étalage et après ça va derrière, tu vois. Bon bah nous c'était mort. On a quasi. Tu vois, autant la première fois en 2015 quand on a sorti le premier album Bertrand Kefterian, ça s'est très bien vendu, c'était bien, ça s'est bien passé. Là j'ai vu les chiffres avec Weta, c'était une catastrophe. C'était vraiment une catastrophe. Donc on a tout récupéré et c'est seulement depuis à peu près l'année dernière qu'on commence à sortir la tête de sous l'eau quoi. Et là, vous avez combien de. Là, pour 2024, tu as prévu combien de festivals? Bah déjà on va au festival d'Angoulême grâce à tous les gens qui ont participé au crowdfunding. Ah bah non, c'est pas nous, on a fait un crowdfunding où en fait pour nos 20 ans, les gens pouvaient acheter via KissKissBankBank nos BD et ça nous aidait à financer notre festival Et donc, tu de as BD. une superbe communauté parce que des milliers comme ça veut dire que.
Si, il faut le dire. Ça va. Oui, ça va. On a des gens qui nous suivent, qui nous plaisent. Alors, il y a beaucoup Et de pas proches. que en Moselle. Oui, pas que en Moselle. Oui. Bah, Ah ouais. de toute façon, tu vois, en Angoulême, j'ai fait la dernière fois que j'ai été à Angoulême, mon album de BD Bertrand Coeftan, j'étais en sold out dimanche midi, j'avais plus rien à vendre, donc après je suis allé me promener, tu vois. Wow. Donc en fait, ce que je veux dire par là, c'est que les gens qui achètent, ils achètent pas parce que ça se passe à Metz. Non. Tu vois, ils s'en foutent. Moi, j'achète des trucs qui se passent à New York, mais je suis jamais allé à New York, j'en ai rien à foutre, tu vois. Donc c'est pas l'ancrage régional, c'est un petit plus, ça a une petite saveur supplémentaire, mais c'est pas ça qui fait acheter ou pas acheter les gens, tu vois. Est-ce que tu as un conseil pour une autre maison d'édition indépendante qui est très ancrée régionalement, parce qu'il faut prendre son camion, amener les Ah oui. Bah, chez les libraires et se déplacer. Bah c'est ça, c'est par exemple nous on fait beaucoup de dépôts-ventes dans les librairies spécialisées de la région, à Metz, à Thionville, à Nancy. On en a fait aussi à Strasbourg, des fois un peu à Paris. C'est très compliqué, c'est très compliqué. Il faut avoir un libraire qui joue le jeu et qui soit motivé à t'aider. Ouais, tu y vas pas pour rien, tu as déjà un rapport avec le... Il y a des libraires qui disent oui, ok, ils prennent le truc. Bon, ils les mettent dans un coin, mais ils en font pas spécialement la promo. Donc du coup, tu arrives là-bas, tu te dis au bout d'un an, ah bah j'ai vendu un titre. Ah bah super, tiens, ça fait 5 €. Ah merci, tu vois. Il y en a qui jouent super le jeu à fond. Rien qu'en nous invitant dans des festivals, je pense à Momi BD par exemple, Isler BD à Metz. Enfin voilà, c'est des gens qui nous soutiennent vraiment depuis le début et qui font un peu tout ce qu'ils peuvent pour nous aider. Enfin, je veux dire, j'ai vendu des centaines d'albums chez eux, tu vois. Ah ouais. Mais c'est le libraire qui conseille, c'est une vraie force. Hein. Mais c'est fou parce que quand tu parles de chiffres aussi beaux, des milliers, des centaines, il y a beaucoup d'écrivains là qu'on croise là qui font pas des chiffres comme ça, et c'est assez impressionnant. Bon, il y a... On va pas faire saliver trop les gens, mais il y a aussi l'aspect bibliothèque, Cosmic, toi qui es dans le milieu de la bibliothèque. Tout à fait. Alors, donc, dans le monde de la bibliothèque, Tu parles de zone 57. Zone 57, dans ma bibliothèque départementale, on en a fait l'acquisition, et même très très tôt, parce que je crois que donc Bertrand Coefterian, la zone 57, le premier tome, j'ai dû l'avoir en main donc en solide. On l'a pas eu en floppy, on l'a eu en édition libraire. On a dû l'avoir 2012, je pense. C'est sorti en 2014 ou 2015. Alors 2014-2015, on l'a eu justement. Donc là, nous c'est des. Alors évidemment, nous on en a fait l'acquisition en librairie, donc on a au moins un dans le fond pour 44 bibliothèques autour de Metz. Et si je me trompe pas, on l'a aussi un autre exemplaire dans le fond pour les 154 bibliothèques. Ah, c'est sympa. Voilà, ça veut dire que techniquement, mais on n'a que 2 exemplaires pour 44. Tu vois, mais nous, on a une autre petite chose, c'est que on peut toujours faire la promotion, etc. Un truc qui peut être intéressant en tant que bibliothécaire, je pense à d'autres bibliothécaires, c'est que tu as à la fois dessinateur, tu es à la fois éditeur, éditeur toi-même, donc tu aurais par l'intermédiaire de ton association, tu pourrais très facilement, nous les bibliothèques, on pourrait se tourner vers toi si par exemple on a envie de t'inviter pour faire des formations ça arrive souvent ou des ateliers. Oui, mais j'en ai fait plein. J'ai fait des ateliers BD pendant plus de 16 ans, tu vois. D'abord au centre socio-culturel de Marly, où j'intervenais tous les samedis, et ça m'arrive régulièrement. Par exemple, je suis intervenu à Delme, à la médiathèque de Delme. Je suis intervenu à la médiathèque de Metz-Nord, je ne sais plus laquelle. L'Agora. Ouais, c'est Metz-Nord, c'est l'Agora. Voilà, c'est ça, la nuit de la lecture. Je suis intervenu au centre Pompidou de Metz. Je suis intervenu à Paris-Saclay, au Technopole de Metz. Je suis intervenu au lycée Cormontaigne. Enfin, je suis intervenu. Ça m'arrive régulièrement de le faire. Effectivement, que ce soit moi à titre personnel, parce que je suis auto-entrepreneur aussi, donc du coup je peux faire des factures. Mais on peut aussi passer par l'association. Il y a aussi le Pass Culture qu'on peut mettre en place. Je t'invite à en parler avec David Bull tout à l'heure, parce que lui il est chaud pour justement faire fonctionner ce système-là.
Voilà, oui, c'est vrai que le nouveau dispositif pour les auteurs, les éditeurs, tout ça, c'est vrai qu'ils sont éligibles au Pass Culture qui vous permettra Tout à fait. d'être énumérés. Et pour nous aussi, c'est beaucoup plus C'est simple. pratique pour tout le monde. Ouais. Voilà, c'est très intéressant. Donc voilà, tu es l'auteur, donc nous on peut te solliciter localement pour intervenir dans les bibliothèques, mais même aussi la partie édition. Là, ce que tu racontes sur l'édition, c'est intéressant aussi parce que pour la plupart des gens qui sont en bibliothèque, le livre, oui, j'ai vu le livre, l'éditeur ou l'auteur, la première question qu'un gamin, quand tu es un auteur ou tu es en collège, mais alors, vous êtes riche, monsieur ? Non, Oui. Non, tu te bas depuis Oui, le début, les gens, tu te bats. Non mais c'est vrai que c'est une réflexion que j'entends très très régulièrement. C'est que les gens pensent que, enfin certaines personnes en tout cas qui sont pas du tout au fait, pensent que oui on est bien, non, les auteurs de BD en très grande règle générale ne sont pas bien du tout. Voilà. Il y a peut-être 10% qui vivent bien quoi. Il ne faut pas oublier, en France, tout le monde va te parler d'Astérix. Le nouvel album d'Astérix est édité à 1 million d'exemplaires. Voilà, c'est fou, 1 million d'exemplaires. Et plus personne fait. Enfin, je veux dire, si tu arrives à vendre 10 000 exemplaires de ton album, c'est la fête, quoi. 10 000 exemplaires, c'est un succès. C'est un succès, alors qu'il y a 20 ans, 30 ans, c'était pas le cas. Hein. Il y a 10 000 exemplaires, c'était un bide. Oui. Tu vois ? Mais c'est parce que le marché, d'ailleurs on est un peu fautif aussi, hein, le marché s'est morcelé et il y a une surproduction. Et c'est ce qu'évoquait dans C'est plus que de la SF Jérôme Vincent, le président d'ActuSF. Il disait que le marché est toujours le même, il y a toujours autant de lecteurs et de lectrices. Sauf que l'offre, elle a explosé. Énormément explosé avec les moyens techniques qui se sont développés de création et aussi d'édition et d'impression. Il y a des moyens techniques extraordinaires. C'est vrai que nous, tu vois, Philactère, on a 20 ans. Ça, on l'avait. Merci. Joyeux anniversaire. Donc, on l'a vécu, cette évolution technologique. C'est vrai qu'au tout début, c'était quand même plus difficile que maintenant. Maintenant, tu fais ton bouquin, tu le commandes sur Internet. Tu vois, c'est extrêmement simple. C'est devenu vachement simple de faire les choses, quoi. Mais après, c'est bien beau de le sortir, mais après, il faut le vendre. Moi, je connais des gens qui se sont lancés. Je connais quelqu'un, tu vois, par exemple, il a fait son bouquin, il était vraiment bien. Il en a tiré 1000. Mais en floppy, mais après il en a rien fait parce que ce qu'il faut, il faut s'organiser, faut créer un circuit. C'est un métier l'édition. Il y a la promotion. On regarde les éditeurs comme ça avec vous êtes riche monsieur machin, mais le travail de l'éditeur et que ça soit dans la BD ou dans le roman ou dans l'essai, c'est énorme, énorme. Et cette interview de Jérôme Vincent, je vous la recommande. Elle est poignante. Hein. Moi, ça m'a ému vraiment beaucoup. Hein. Ça me donne encore des émotions. Quand une maison d'édition s'arrête, c'est vrai que c'est toujours triste. Hein. Ouais, et surtout, il en a parlé. Il a vraiment révélé tous les trucs que je découvre avec les voix des livres. Puisque je discute avec des éditeurs indépendants et on va continuer pendant Étrange Grande. Donc on va retrouver les phylactères avec David Debulle, c'est ça ? Ouais, tout à fait, notre président. Voilà, le président. Attendez, toi, t'es monsieur le président aussi d'autre chose Oui, alors j'ai été entre guillemets, élu entre guillemets, parce que on l'a pas annoncé parce que. Ça se coupe. Ouais, non, mais pour Bonus Tracks, on m'a dit le label de podcast. Voilà, c'est ça, dont fait partie le Coin Pop. Combien il y a de podcasts dans le Bonus Tracks ? Putain, tu vois, je suis déjà un très mauvais président parce que je ne connais pas le chiffre exact, mais on est à peu près une dizaine, je pense, de podcasts. Je ne saurais pas te dire combien on a de podcasts chez vous, c'est pareil. Oui, ouais. ça fluctue beaucoup et Non, mais c'est pas une histoire de flux. Oui, alors que nous, on a plusieurs flux. Nous, on met pas un podcast en avant plus que les autres. Nous non plus. C'est comme ça. Et donc, tu voulais dire, je t'ai coupé. Ah, je sais plus ce que je. Ah oui, si. Pour David Bull, vous avez pas remarqué quelque chose quand même ? Non, dis-moi. Le mec, vous savez ce que c'est qu'un phylactère ? Oui, c'est une bulle. Ah oui, ça s'appelle vraiment bulle. Oh, mais j'ai même pas. Et attendez. Il y a un deuxième effet qui se coule. Vas-y. C'est quoi ces initiales ? DB. David Bull, DB. BD. Oui. Donc BD. David, et on peut le dire, s'appelle David était Bull. quand même prédestiné un jour à être président de Phylactère. Ouais. Quand même, moi je trouve que c'est beau, ça mérite d'être souligné quand même. Parce qu'il est illustrateur.
Il est illustrateur, oui, tout à d'abord, fait. Ouais, je ouais. trouve. Et en plus, c'est le T'as vu la livre belle que j'ai dédicace acheté. T'as vu la belle dédicace qu'il t'a faite là sur Alors, VHB? celle-là- alors, attends. Et son album sur la Ouais, guerre je l'ai vu, 14-18, ouais, je l'ai ouais, vu, c'est ouais. ouf. Hein. Non, j'ai pas acheté 14-18, j'ai acheté L'Impitoyable illustré. Oui, c'est notre dernier truc sur le western. Et Notre c'est une dernier- anthologie. Ouais, c'est ça, c'est un album recueil. Oh là là, qu'est-ce que c'est- c'est beau, ouais, c'est magnifique. c'est du lourd. Et donc vous faites aussi chez Philactère des anthologies avec plusieurs. Moi j'adore ça. Oui, nous Dans aussi. tous les festivals que je vais, il y a une initiative locale d'anthologie. Il y a la Vilaine, c'était où? C'était à Ouest-sur-Lan, donc à Rennes, la Vilaine. Il y avait à Nantes, il y avait aussi comme un métal hurlant local. Mhm. Et c'est magnifique, quoi. Aller dans les festivals avec les copains. Moi, j'ai mon copain Cosmique qui est là. Porteur de sac. On rencontre des gens fabuleux comme Commandant Guigui. Ah, et merci. puis des gens prédestinés pour la BD. David Bull, président de Philactère, qu'on aura bientôt. Ou tout Voilà. de suite même. Eh ben, je sais pas, on va voir. Techniquement, avec un podcast, c'est maintenant. Oui, c'est vrai. Bon, on dit au revoir à nos auditeuristes. Voilà, longue vie et prospérité. Ouais. Avec le petit parce que voilà. Le symbole vulcain qui va bien. Allez, Ciao. salut tout le monde.
Pop. Galaxy Pop. Galaxy Pop. Galaxy Pop. Waouh. Galaxy Pop.